Bonjour Pierre-Yves Rougeron, merci. Bonjour. Merci de nous accorder ce nouvel entretien du mois. Commençons comme d'habitude par la partie consacrée à l'actualité du Cercle Aristote. Alors l'actualité du Cercle Aristote, c'est la revue La Monnaie Bien Publique qui est donc là disponible, avec les contributions à la fois de la jeune garde, particulièrement de très bonnes contributions de Jérémy-Marie Pichon, de Clément Nguyen, et également des gens, disons, d'un âge plus avancé, voire beaucoup plus avancé, sur la monnaie en tant qu'instrument de souveraineté. C'était le fameux ouvrage, enfin la suite d'ouvrages d'Aglietta, La monnaie souveraine, et donc de toute la théorie de la régulation. Nous en prenons un peu la suite en la radicalisant, vu que la théorie de la régulation a été entièrement rachetée par Jospin, à l'époque. C'est ce qui fait le virage européiste d'Aglietta, et de toute cette école-là, le seul qui n'a pas baissé son pantalon, qui était le plus brillant des élèves d'Aglietta, et même si Aglietta n'a jamais accepté certainement infiniment plus brillant que lui, qui était Jacques Sapir. D'ailleurs, c'est certainement la plus grande contribution à la pensée française de Michel Aglietta, c'est d'avoir contribué à ce que Jacques Sapir ait sa thèse. Ils avaient été mollement rachetés par l'administration socialiste de cohabitation, mais ils ne sont pas les seuls, hein. Alors que la théorie de la régulation était la troisième voie des années 70-80 entre libéralisme et marxisme, c'est-à-dire de refaire de l'économie politique, et ils se sont effondrés. Je crois que ça a rapporté à ceux qui l'ont fait deux rapports parlementaires à 20 000 € pièce, c'est-à-dire grosso modo une pécadille sur l'échelle politique balkaniesque, hein, n'est-ce pas, 16,3 millions a priori d'après les juges, comme quoi le service du peuple c'est rentable. Mais ils sont pas les seuls, parce qu'il fallait coller à l'européisme. Rappelez-vous de celui qui avait créé les théories de la zone économique optimale. Quand il l'a créé, c'est lui avait d'ailleurs valu, je crois, le prix Nobel, gentil garçon. Quand il l'a créé, il a dit, évidemment, l'Union européenne ne pourra, par ses divergences économiques, jamais constituer une zone économique optimale. Le problème, c'est qu'il fallait bien une théorie scientifique pour avancer l'euro. Donc lui, on l'a acheté aussi. Alors lui, on le sait aujourd'hui. On l'a acheté, on l'a payé. Après, il a dit, finalement, si, l'Europe peut être une zone économique optimale, ce qui était délirant. Délirant. Et aujourd'hui, il faut revenir à la monnaie souveraine. Pas uniquement pour nous, mais pour tous les autres. Parce que, de toute façon, il y aura à terme la bulle terminale. C'est nous qui la verrons, c'est pour notre génération. Le système ne se survivra pas jusqu'à la génération de nos enfants, et la seule arme que nous ayons, c'est la monnaie souveraine. Tout le reste, c'est de la littérature. Donc, nous, on a ce numéro-là, on a plusieurs ouvrages qui vont sortir, dont La guerre des Amériques de Norman Palma, Domination sans partage de William Engel et Science et des informations de Marc Lemaine, qui a été un petit peu retardé par l'affaire Verdier, dont à mon avis nous allons reparler. Donc nous aurons un très gros entretien livre au mois de novembre. Et au niveau conférence, donc à la date de sortie de cet entretien, nous aurons certainement reçu François Bousquet pour son ouvrage sur Foucault, dont nous allons certainement reparler. Nous recevrons le 16, nous aurons l'honneur et le privilège de recevoir Pierre Manant. Nous aurons également le plaisir de recevoir le 23 Philippe Arondel sur l'avenir du droit du travail, sujet d'actualité s'il en est. Et nous terminerons par le plaisir de recevoir
un homme promis à de brillantes choses si tout se passe bien, qui est Xavier Moreau, sur l'Ukraine. Donc c'est un programme chargé, mais bon, au Cercle Aristote, on travaille beaucoup. Et donc je maintiens pour nos internautes, oui, nous avons besoin d'aide, continuez à envoyer vos messages. Là, nous sommes légèrement en petit problème technique, vu qu'on est en train de changer de lieu dans Paris. Ça sera plus au François Copé ? Le cercle, oui, mais tout l'appareil logistique se déplace. Donc, donc on prend un peu de temps pour répondre aux messages. C'est la même chose avec certains retards de commande dont je m'excuse, mais d'un côté, vous êtes beaucoup plus nombreux à nous commander des livres que ce que nous imaginions, nous en sommes très contents. Et nous sommes une équipe bénévole, donc nous essayons de faire face. Et je tiens d'ailleurs, comme ils le regarderont, à mon avis, à remercier une nouvelle fois avec toute mon affection mes camarades, sans lesquels toute cette boutique aurait fermé depuis longtemps. Donc voilà, nous avons besoin d'aide, et il y aura en effet entre le mois de novembre et le mois de janvier, et le tout début 2016, peut-être pas janvier, peut-être février, l'ouverture donc de 3 cercles parallèles, de 3 cercles frères, à Lyon, Bordeaux et Strasbourg. Donc celui de Lyon est une nouvelle récente, et qui lui aura en plus une équipe assez hors du commun. Les Lyonnais sont costauds. Donc voilà, pour ceux que ces initiatives intéressent, qu'ils n'hésitent pas à nous écrire. Et voilà, c'est à peu près tout, en attendant une année 2016 qui à mon avis sera très chargée. Très bien, eh bien, débutons la partie France avec un président de la République qui décidément n'occupera jamais réellement sa fonction, puisque récemment au Parlement européen il a déclaré que le souverainisme c'était le déclinisme, ce qui lui a valu entre autres les moqueries de Marine Le Pen qui au Parlement européen toujours l'a surnommé Monsieur le vice-chancelier. Merci Madame Merkel de nous faire le plaisir de venir aujourd'hui avec votre vice-chancelier, administrateur de la province France. Monsieur le vice-chancelier, j'aurais aimé pouvoir vous appeler Monsieur le Président de la République, par respect pour votre fonction, mais pas plus que votre prédécesseur, vous n'exercez cette présidence. Alors que pensez-vous de cette déclaration surprenante, enfin pas surprenante, mais pour un président de la République qui est chargé de respecter la Constitution, dont le titre premier est de la souveraineté, voilà. La Constitution de la Ve République. Le président Hollande ne l'a certainement pas lu. Ce qui expliquerait bien des choses, vu que constitutionnellement il en est le gardien. Mais disons, quand François Hollande, qui n'est même pas le vice-chancelier, qui est le valet de pied de la Valkyrie Merkel, est venu au Parlement européen pour parler des migrants, et c'est là où il y a la vraie chair de ce sujet. On parle des migrants, et donc il va falloir renforcer l'Union européenne. Car n'oubliez jamais, et ça vous devez l'avoir comme réflexe, l'Union européenne crée des problèmes et demande des pouvoirs pour pouvoir les résoudre, et en réalité les amplifie. C'est ça la théorie de l'engrenage des théoriciens communautaires, que Jean Monnet appelait la méthode des petits pas. C'est ça. Nous créons des problèmes, nous avons une petite compétence dans un sujet. Nous créons un problème dans ce sujet. Il faut le résoudre, le problème. Donc il faut élargir la compétence, cher ami. Et ce qui est à l'Union est à l'Union, ce qui est à vous est négociable. Ça doit vous rappeler une certaine entité qui existait avant 1991 et qui n'existe plus depuis. Vu que c'est exactement le système de démocratie populaire et de la doctrine dite de souveraineté limitée de l'Union soviétique. Exactement la même. Mis à part que l'Union soviétique, c'était sérieux. Brejnev, c'est encore un homme sérieux. Je rappelle que Andropov était patron du KGB, un homme sérieux. Monsieur Juncker n'est pas un homme sérieux. Monsieur Barroso n'est pas... Monsieur Tusk,
Un Polonais qui s'appelle Donald ne peut pas être sérieux. Donc, tout ceci, c'est de la bouffonnerie. Mais de la bouffonnerie criminelle. Donc, le vrai problème, c'est que on parlait des migrants, et évidemment, il faut renforcer le lieu pour les migrants. Vous voyez la martingale. On les fait venir, c'est un problème, et donc on devient plus fort sur le problème face aux États. Et donc la Reichschancelière avait amené son valet de pied, et qui s'est pris, qui s'est pris un Nigel Farage en très grande forme, qui s'est pris en pleine figure une très belle intervention de Marine Le Pen, et qui s'est même pris les conservateurs du groupe ECR, qui je crois étaient, ça c'est à vérifier, mais je crois que leur porte-parole était un Polonais, du parti Justice, qui d'ailleurs vient de faire un carton plein aux dernières élections polonaises. On va en parler. Donc lui, s'est pris triple sauce, quoi. Ce qui correspond à son embonpoint. Mais qui n'a pas cessé de gonfler depuis qui est à l'Élysée. Toutefois, la phrase est intéressante. Souverainiste et décliniste. La phrase est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'un pays en pleine souveraineté, rappelez-vous toujours cette phrase de Baudrillard, avant on se battait pour la souveraineté, on se battait pour la gloire. Aujourd'hui on se bat pour l'identité. L'identité c'est ce qui devrait aller de soi. Et quand elle ne va plus de soi, ça va plus du tout. Vous comprenez le problème ? C'est pour ça que la souveraineté doit toujours être visée. Mettre chez nous. Et les autres mettre chez eux. C'est la réciproque, c'est la martingale, vous voyez. Or, le grand problème qui se pose, c'est que le souverainisme, c'est le déclinisme. Je rappelle que toutes les nations de l'Union européenne sont en déclin. Sans exception. Toutes. Voire parfois un déclin vertigineux depuis qu'elles sont entrées dans l'Union. Allez demander aux Croates, dont le sentiment europhile s'est effondré en un an. Extraordinaire. Tous les pays qui sont dans l'Union européenne sont dans des chaos. Migratoires, économiques, sécuritaires, et voire même cognitifs, au niveau de leur effondrement scientifique, vu que leur masse grise passe à l'ouest, ce qui est le cas de certains pays de l'Est, voire même au niveau de leurs valeurs profondes. C'est pas pour rien que c'est les Polonais qui bougent les premiers, hein, ou que c'est Orban, dont nous avons déjà parlé, qui bouge le premier. Pas pour rien. Hein. Donc, si vous voulez, le vrai problème qui se pose, c'est que l'Union européenne, aujourd'hui, ne vit que sur la mort de ces nations. C'est la nouvelle prison des peuples. Bon, fort bien. On fera un petit aparté d'ailleurs sur son rapport à l'indépendantisme. Parce qu'il y a une chose dans la théorie des nations, on le fera plus tard, et qui est important à savoir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la souverainisme, c'est le déclinisme. Toutes les nations qui arrivent à survivre au monde sont des nations souveraines. Quand vous êtes un dominion, votre mort à titre de société, votre mort d'État est déjà actée, votre mort de société n'est qu'une question de temps. Or, ce qui est très étonnant, je comprends tout à fait qu'Hollande ait eu cette phrase. Parce que Hollande a une intelligence. Il en a une, hein, contrairement à ce que ses actes et sa physionomie laissent penser. Mais il a une intelligence manipulatoire. Hollande, c'est un homme qui veut se venger. Du PS, d'abord. Et du nombre incalculable de gens qui lui ont marché sur la tronche. Et il suffit de le regarder pour en imaginer le nombre. Qui est déjà astronomique rien qu'à la première louche. C'est la seule intelligence réelle qu'il a, mais celle-là, il l'a réellement. N'oubliez pas qu'il a été premier secrétaire du Parti Socialiste, c'est-à-dire, job à emmerde s'il en est, plus longtemps que tous les autres. Un imbécile ne peut pas survivre là-dedans. Et en réalité, Hollande est tout à fait conscient qu'il y a une industrie du désastre, que la perte de souveraineté permet à des parts entières, de parasites de vivre. Vous croyez que Houellebecq aurait sorti Houellebecq n'aurait pas écrit sous le général de Gaulle. J'ai rien contre Houellebecq, je vous l'ai dit.
Mais Houellebecq, c'est un écrivain qui sourit, qui chante les ruines, comme il y a des hommes qui sourient dans les cimetières. Eh bien, Hollande, il aurait été président sous la Ve République. Si on avait gardé les fondamentaux de l'argolienne, il serait contrôleur des impôts. Et il écouterait sa main verticale et libidineuse pour essayer de se taper la petite grosse qui se sert le café à côté de la photocopieuse. Parce que fondamentalement, c'est ce type de mec-là, quoi. C'est la main verticale, le Easy Rider du scooter libidineux, quoi. Bon, c'est François Hollande. Mais à une époque, le journalisme au Figaro, le journalisme de haut niveau, c'était François Mauriac. Aujourd'hui, c'est Christophe Barbier. Vous croyez qu'un pays en pleine souveraineté a comme principal journaliste quelqu'un dont 90% des gens qu'il croise s'imaginent le voir pendu au bout de son écharpe? Vous êtes bien sûr de ça? Bien sûr que non. Et je comprends qu'Hollande se cache derrière ça. Car Hollande incarne l'industrie du déclin. Parce qu'on imagine que nous, en tant que peuple, que notre pays souffre et tombe, que nous tombons tous avec lui. C'est pas vrai. Il y a des gens qui en profitent. Il y a des gens qui en profitent. Croyez sincèrement que Yann Moix serait dans un prime time de service public si la France allait bien? Croyez qu'Hollande serait président? Croyez que Valls? Croyez que Manolo serait à Matignon? Manolo, au début de la Ve République, il aurait été flic de quartier, et encore, je suis pas sûr qu'il ait la taille. Parce que je crois que c'est 1m60 minimum. Déjà, Sarkozy l'aurait certainement pas été, lui. Pas à cause de ça. Il aurait été îlotier. J'ai absolument rien contre les îlotiers, bien au contraire, mais il aurait pas été PM. Voilà. Parce que la fonction de Premier ministre, elle a été faite pour un homme comme Michel Debré. Michel Debré, Manuel Valls, vous pouvez nier le critère de décadence. Mais alors là, il faut des arguments sérieux. Donc, Hollande s'illustre comme ce qu'il est fondamentalement, c'est-à-dire le premier secrétaire du Parti Socialiste. Voilà. Ensuite, qu'il fasse très attention à une chose. Nier la souveraineté populaire, d'accord. Ok. Il faudra pas pleurer. Parce que là où le peuple est déjugé et écrasé, le dernier mot historique, ce sera la violence qu'il prononcera. Il ne faudra pas pleurer à ce moment-là. C'est la contrepartie. La contrepartie de la servilité, c'est que vos maîtres vous récompensent par un surcroît de servitude, mais l'autre contrepartie de la souveraineté, alors que vous n'avez pas de pouvoir, c'est que les braves gens, les honnêtes gens, qui s'imaginent que vous en avez, parce que l'Union européenne vous manipule de manière, pas de manière cachée, mais de manière, comment dire, obscure. Le vrai mot, c'est ça, l'obscurité. On peut trouver, si on met la lumière. Philippe de Villiers l'a très bien dit d'ailleurs, un être des abysses. Le seul problème, c'est que les braves gens, eux, quand il s'agira de faire rouler une tête, ils feront rouler la vôtre. À bon entendeur. On peut parler maintenant d'un sujet qui a été d'actualité presque tout au long du mois d'octobre et qui a suscité un vif débat, c'est-à-dire les chemisettes des dirigeants d'Air France. Alors d'un côté, on avait des gens qui disaient « Oh, regardez les syndicats comme ils sont violents », et de l'autre, on avait Tomber la chemise, tomber là. Une autre partie, tomber la chemise. Incarnée par Mélenchon, Xavier Mathieu, je crois. Xavier Mathieu, tout à fait. Qui mettent en parallèle ces chemises arrachées et les emplois détruits d'un simple trait de plume. On va être très clair. Je pense que celui qui a le mieux parlé de cette affaire-là, c'est Frédéric Lordon. Un corps social où les employés du capital finissent en liquette, d'un corps social qui s'empuisantise et qui a arrêté de reculer. Moi, je veux bien tout entendre. Je veux bien qu'on me parle du coût du travail, le jour où on me parlera du coût du capital. Je veux bien qu'on me parle de la violence du travail, le jour où on me parlera de la violence du capital. Gouverner avec justice, c'est ça. Sinon, il n'y a pas de sujet. Parce que, prenez le cas d'Air France. Air France, c'est un plan transforme qui est suivi d'un plan performe
Alors que le plan Transforme, je crois que c'était déjà 10 000 emplois de liquidés. Là, on parle de 2400 en plus. On est d'accord? 2400 ou 2009, je me rappelle plus très bien. Je crois que c'est 2004. C'est à vérifier. Et on n'a même pas le courage d'annoncer à ces hommes-là des yeux dans les yeux ce qui va arriver. On laisse deux pauvres DRH, de lampistes, l'annoncer à la place de la direction qui, elle, file à l'anglaise. Et après, on nous emmerde pour 2 chemises. Moi, je veux bien cotiser au remplacement des chemises, hein, pour que ça s'arrête, si vous voulez. On est dans le ridicule le plus achevé et dans le mauvais goût le plus douteux. Vraiment. Il faut bien comprendre une chose. Air France, l'État est actionnaire d'Air France. Il aurait dû faire cesser la récré depuis longtemps en utilisant sa souveraineté, s'il en avait encore une. Je vais vous donner 2 exemples. Outre le gel des conditions sociales de l'ensemble des salariés d'Air France, les pilotes, parce qu'on essaye d'horizontaliser les luttes, c'est-à-dire de monter les salariés les uns contre les autres. Vous savez ce qu'on a demandé aux pilotes dans les différents plans? De travailler à peu près 2 mois gratuitement. Et celui qui leur a demandé ça, le patron actuel d'Air France, est un homme qui, s'il divisait son salaire par 3, gagnerait plus en net que le président de la République actuelle, Flamby, gagne en brut. On s'entend bien? Or, je suis désolé. Pourquoi on a fait la sécurité sociale? Pourquoi on a fait ça? Parce que les conflits sociaux peuvent être violents. Et s'il n'y a pas eu de conflits sociaux majeurs en France, majeurs au sens avec beaucoup de sang dans la rue, mais 68, c'est aussi un conflit social, c'est pas seulement les branleurs. C'est aussi la plus grande grève depuis la guerre. Mais il n'y a pas eu de sang dans la rue en 68. Si on a réussi à ce qu'il n'y ait pas de sang de la classe ouvrière, c'est parce qu'on a fait la sécu. Et comme là encore, Frédéric Lordon le dit très bien, les gens du type du PDG d'Air France sont suffisamment cons pour scier la branche de leur propre domination. Parce que ce qui a fait que la bourgeoisie a pu maintenir ses privilèges, c'est avant tout les revenus de redistribution. C'est-à-dire qu'on a quand même un petit peu redonné aux gens qui travaillent les fruits de leur travail. Le général de Gaulle, seul, voulait aller encore plus loin que ça avec la participation, qui était l'abolition du salariat. Mais le patronat, sous la férule d'Ambroise Roux, ayant très bien compris ce qu'était le projet de participation, a mis toutes ses forces dans la bataille pour abattre de Gaulle. Et c'est vrai que le grand patronat français a plus résisté à de Gaulle qu'il n'a résisté aux Allemands. Ça, c'est sûr. Il faut être très clair. Ça fait 15 ans, 20 ans. Plus que ça, mon Dieu. Je suis de 86. Ça fait 33 ans. 83. Que la classe moyenne et la classe populaire reculent face à la rente. Elles ont quasiment plus rien à lâcher, et peut-être que c'est acculé au mur qu'elles arrêteront de reculer. Mais là, j'ai vu des hommes qui ont arrêté de reculer. Et ensuite, voilà, ça doit être extrêmement désagréable pour les 2 pauvres types qui en plus sont des lampistes. Mais ils ont accepté la fonction de DRH, c'est une fonction de lampiste. Ils ont accepté le salaire, ils ont accepté les risques. Et ça va, on leur a déchiré 2 chemises. Point barre. Parce que ceux qui perdront leur emploi après les plans d'austérité à Air France, eux seront vraiment à poil. Faut bien se mettre ça dans la tête. Ben, si vous voulez, au lieu où est enregistré cet entretien, nous sommes à peine 20 minutes de route de l'ancien site de Moulinex. C'était chez moi. Donc, le sacrifier des gens en claquant des doigts, je vois tout à fait ce que c'est. Et Moulinex, ça a été une catastrophe. Et je suis atterré qu'on puisse hurler à la violence, et pire encore, ça c'était M. Valls qui a hurlé à la violence, par exemple, c'était le premier, au moins social-démocrate jusqu'au bout, camarade. Mais il y a ceux qui ont dit, quelle image par rapport aux investisseurs.
Donc la France est une catin qui, comme dans ces clubs de striptease anglo-saxons, fait des tours sur une barre en attendant que le plus offrant se la paye. C'est ça. Mais navré, ça sera sans moi. Navré. J'aimerais parler de la racialisation du débat. On a pu constater plusieurs épisodes ce mois-ci. La BD Astérix qui a été présumée raciste pour la représentation des Noirs. Le théâtre français a été accusé de racisme après qu'Othello ait été joué par un blanc. Le CSA a émis récemment un rapport estimant à demi-mot qu'il y avait trop de blancs, de personnes perçues comme blanches à la télévision. Et la publicité, je ne sais pas si vous l'avez vu, on l'a vu dans les métros, la publicité pour le musée de l'homme, où on voit une femme noire retirer une vieille peau de femme blanche et c'est marqué l'homme, le musée de l'homme évolue, l'homme évolue, son musée aussi. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la racialisation du débat et des gens qui l'entretiennent ? Je pense qu'il faut voir ça sous deux aspects. Il y a l'aspect des œuvres, et ça c'est extrêmement grave, et il y a l'aspect d'une sorte de guerre cognitive qui est faite au peuple. Je vais traiter les deux sujets. Premièrement, les œuvres. Othello, Astérix, etc. C'est-à-dire deux choses. À la fois de passer à la moulinette les œuvres qui sortent, c'était pour le dernier Astérix, le papyrus de César. Et de l'autre côté, de réécrire les œuvres anciennes. Je vous rappelle, ou je vous apprends pour beaucoup, parce que ça c'est caché, que beaucoup de nos textes anciens sont réécrits dans les classes par rapport aux stéréotypes actuels de l'antiracisme dégoulinant. Exemple, vous chercherez dans la plupart des éditions actuelles le terme quel juif, quel arabe dans l'Harpagon, chez Molière. Nous ne pouvons plus entendre ça, mais Molière pouvait l'écrire. Et il est impensable de retoucher l'œuvre d'un homme parce que ses ayants droit sont morts. Ce qui est le cas de Molière. Il est plus couvert par le droit. D'un côté, fort heureusement. Mais sinon, ça ferait une rente perpétuelle aux familles. Déjà que la France a un système beaucoup trop long de survie des droits d'auteur à la mort de l'écrivain à cause de la famille Saint-Exupéry qui voulait profiter du Petit Prince. Bon, quand même. Mais on n'a pas le droit de toucher... Molière appartient au patrimoine national. On n'a pas le droit de le réécrire. Et aujourd'hui, on le fait. On n'hésite pas à le faire. Il y a aujourd'hui, et d'ailleurs les anglo-saxons nous montrent la voie, des pages d'écrivains entiers du monde anglo-saxon qui sont arrachés des œuvres. Au nom de l'antiracisme, demain au nom du gender. Nom de Dieu, quel conte vais-je raconter à ma fille ? Parce que, comme stéréotype genré, la princesse et le prince charmant, c'est très genré dans le genre. C'est le cas de le dire. Ensuite, ça vaut pour tout le monde, ce respect de la volonté de l'auteur. Moi, par exemple, il est normal que Othello soit joué. C'est le mort de Venise. Ça, si vous voulez, Shakespeare l'a fait pour ça. Et d'ailleurs, c'est un personnage torturé, le mort de Venise, parce qu'il est plus vénitien que les Vénitiens. Il le dit à la fin. Il faut respecter ça. Prenez un exemple d'un très grand shakespearien actuel. L'acteur et réalisateur Kenneth Branagh, qui a fait Othello. C'est Lawrence Fishburne, d'ailleurs, qui jouait le mort de Venise. Et qui le jouait magnifiquement bien. C'est un rôle très difficile. Le théâtre shakespearien dans cet anglais parfait. Il est normal que ce soit respecté. Tout comme j'accepterais, je comprendrais qu'on se plaigne que le rôle de Shaft, de John Shaft, héros de la Black Exploitation, ou de Blade, chez les comics, soit joué par un blanc. Parce que la gravité de ces deux personnages repose sur le fait d'être noir. Mais de l'autre côté, mais l'inverse est vrai. Quand on me dit James Bond devrait être noir et homosexuel, Ian Fleming n'a pas pensé James Bond comme ça. On peut tout à fait créer
un film avec un espion noir homosexuel. Ça n'est pas un problème. Mais pas James Bond. Et je le dis d'autant plus que depuis que c'est plus Sean Connery, j'ai horreur de James Bond. C'est pour moi, Pierce Brosnan, il n'y a rien de plus plat comme jeu d'acteur. Et Craig ne vaut que pour son faciès. Or, vous voyez le problème, c'est qu'il faut respecter ce que les auteurs ont voulu. Moi, je serais gêné qu'un héros qui a été créé, par exemple, dans l'univers des comics pour incarner la prise en considération du mouvement des droits civiques, enfin, du post-mouvement des droits civiques dans les années 70 qu'est Blade, le demi-vampire noir chasseur de vampires, qui est rien de plus que la version vampirique de la légende de Beowulf, hein, une vieille légende scandinave. Je serais, à titre personnel, gêné que ce soit un blanc. Parce que ce n'est pas ce que l'auteur a voulu. Or, aujourd'hui, on veut que les gens soient interchangeables. Or, les rôles ne le sont pas. Martin Luther King n'aurait pas été Martin Luther King s'il n'avait pas été noir. Vous comprenez ? Imaginez Malcolm X joué par un blanc. Imaginez. De l'autre côté, il y a l'insulte perpétuelle et la suspicion par rapport aux œuvres. Et là, je tiens particulièrement à défendre Astérix. Parce que Astérix, c'est une histoire de Gaulois face à l'invasion romaine, et le peu de Noirs qu'il peut y avoir dans cette histoire ne peuvent être qu'esclaves. C'est horrible. Mais malheureusement, c'est la réalité de l'époque. Donc le seul problème, c'est que ils sont pas caricaturés. Ils sont représentés comme des personnages secondaires. C'est tout. Or, c'est pas dans le cas particulier d'Astérix, ce n'est pas rare qu'il soit attaqué. Pour ça, il avait été attaqué par ce demi-intellectuel qui est Michel Serres, grand penseur intellectuellement mort à la fin des années 70, après son deuxième ouvrage sur Hermès. Or, qui avait dit que non, Tintin, c'est l'ingéniosité et l'antiracisme, et Astérix, c'est la haine. J'apprendrai à M. Serres que Tintin a été créé par rapport à Léon de Grelle, puisque Hergé était au minimum rexiste, et c'est un Asbrock, Hergé, faut quand même s'en rendre compte, et que Astérix, c'est un mec qui défend sa terre. Faut quand même bien voir, et surtout, il suffit de lire la Tintin au Congo, et même Lotus Bleu, pour voir les préjugés raciaux évidents d'Hergé sur les Noirs et sur les Asiatiques. Et je vous rappelle le personnage hautement caricatural du japonais Mitsuhiro Hirato. On peut dire que c'est pour faire de l'humour. Bien sûr, mais Hergé avait le droit de le faire au moment où il l'a fait. Tintin est une magnifique création et doit le rester, et il est hors de question de toucher à Tintin. Mais par exemple, je ne supporte pas qu'un mec qui t'écrase de sa réputation de philosophe, alors que le dernier vrai ouvrage de philosophie qu'il a fait date de, je crois, de 78-79, c'est le deuxième tome d'Hermès, et qu'il te dise Astérix, c'est la non-acceptation de l'autre. Moi, je suis désolé, je viens d'une famille qui a été en partie déportée pour fait de guerre et résistance. Donc ça veut dire que les miens étaient racistes de ne pas accepter la Wehrmacht. Pauvre type. Or, aujourd'hui, il y a une attaque par exemple, sur Astérix, c'est très drôle d'ailleurs. Parce qu'Astérix, c'est le vrai héros gaulois français. Et je rappelle d'ailleurs, si ça intéresse encore plus nos antiracistes, fait par des gens d'ascendance, je crois, pour l'un italienne, Goscinny. Donc, c'est pas grave. La seule chose, c'est aujourd'hui, ils veulent liquider une part de notre culture au nom de ce qui reste au système, c'est-à-dire une sorte d'antiracisme et d'antifascisme militant et illusoire, et extrêmement dangereux. Et surtout par rapport aux populations. Parce qu'on me dit, oui, mais qu'il y ait des Noirs légèrement caricaturés dans Astérix, ça fait du mal à nos compatriotes. Vous avez déjà entendu nos compatriotes s'en plaindre. Nos compatriotes, ils se plaignent du chômage, comme tout le monde. Et voilà à quoi ça sert, la racialisation. Ça sert à ce qu'on se foute sur la gueule
sur Astérix. Mais alors qu'on peut trouver des problèmes raciaux partout. Hein. Je vous donne un exemple, les Schtroumpfs. Il n'y a pas de problème raciaux dans les Schtroumpfs. Ils sont bleus. Et bien les Schtroumpfs, ils ont été refusés à l'export en Asie. Particulièrement au Japon, parce que le bleu c'est la couleur du deuil. Donc ce sont les petits hommes du deuil. Dans un pays qui maudit les croque-morts et les thanatopracteurs. Donc on peut trouver des problèmes culturels ou raciaux partout, hein, si vous voulez. Hein. D'ailleurs, dans les Schtroumpfs, il y avait eu un problème, entre guillemets, c'est qu'il n'y avait qu'une femme. Oui, voilà. Si vous voulez, on va en être là. Et attendez, on va demander après la parité avec Conchita Wurst. C'est-à-dire, où est le transsexuel dans Tintin? Où est l'intersexué dans Astérix? Où est la militante LGBT aux cheveux rose fluo dans Spirou? Arrêtons la caricature quelque part. C'est pas parce que ces gens sont incapables de création qu'ils doivent dégueulasser les créations des autres. Là, pour le coup, autant je suis quelqu'un qui est pour la modulation des droits de propriété, autant le droit d'un auteur, même par-delà la mort, à pas voir son œuvre fracassée, devrait être, quand l'œuvre tombe dans le patrimoine public, public, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça appartient au peuple français, dans son intégrité. Et vis-à-vis des œuvres, on doit les conserver dans leur intégrité. Parce qu'elles nous ont été données, elles nous ont été offertes, telles quelles. Après, on va faire quoi ? On va écouter Monsieur Ramadan, et on va interdire certaines pièces de Voltaire. Et après, on va faire quoi ? Le Cid, alors que il y en a qui demandent la liquidation du Cid de Corneille. Alors que je rappelle que le Cid, s'il y a bien une œuvre qui donne une autre vision de l'islam, une vision plus noble que un cheikh saoudien arrêté avec je sais plus combien de kilos de Captagon, qui est la drogue quand même des djihadistes, c'est bien le Cid. Parce qu'il y a, aux côtés des Espagnols, il y a des musulmans dans le Cid. Vous comprenez le problème? Donc, il y en a qui veulent... On va aller où comme ça? D'ailleurs, à propos vous parlez des œuvres, je rappelle que les éditions Fayard, je crois, veulent rééditer Mein Kampf en version commentée et que ça fait polémique. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut prendre connaissance de Mein Kampf pour mieux connaître... Mon avis est assez clair, mon avis est celui qui était celui de l'Action française, de l'ensemble des réseaux de résistance et de l'ensemble des historiens de la résistance. C'est-à-dire que Mein Kampf aurait dû être lu d'ailleurs c'est les Maurassiens qui l'ont fait traduire, pour combattre le nazisme. Si on avait lu ce premier livre, parce qu'a priori, il y en aurait entre 3 et 4, écrits de la main de... Le grand problème, c'est que ce sont des... si vous voulez, c'est que il faut bien se rendre compte que si ces livres avaient été lus à temps, on aurait peut-être eu l'idée de le supprimer. Ça nous aurait évité bien des dégâts. Parce que si le personnage pouvait faire peur, l'écrit, il le fait davantage. Je rappelle que cet ouvrage était déjà édité aux Nouvelles Éditions Latines, qu'il est précédé d'ailleurs, suite à une ordonnance de justice, d'un avertissement. Il est tout à fait normal, vu la dangerosité de cet écrit, qu'il soit commenté par des historiens. Tout à fait normal. Puis de toute façon, c'est en plus, je veux dire que c'est en plus un écrit très laid. Donc sans un œil de spécialiste dessus, c'est un écrit qui est très vite indigeste. Donc si vous voulez, il est tout à fait normal. Le vrai problème, c'est que c'est une attitude de chrétien contrarié. Fondamentalement, Marx le disait, la gauche française n'a jamais coupé le cordon avec les curés. Jamais. Parce que c'est une... si vous voulez, c'est une gauche de curés, d'inquisiteurs et d'épurateurs, dont l'exemple type est Caroline Forest, qui aurait fait un très bon inquisiteur dans d'autres temps, si vous vous rappelez du nom de la rose. Or, il pense liquider le mal en liquidant les manifestations du mal.
si personne ne peut lire Mein Kampf, il n'y aura plus de Nasbrock de bistrot. Malheureusement, si. Et après, on va faire quoi? On va essayer de trouver tous les exemplaires des textes d'Hassan al-Banna et de les brûler pour qu'il n'y ait plus de frères musulmans. D'ailleurs, c'est marrant. Tout ceci est ridicule. C'est marrant que des gens qui, aujourd'hui, alertent sur la dangerosité de la dérive allemande, comme Jean-Luc Mélenchon, soit justement celui qui veut changer d'éditeur parce que Fayard a édité Mein Kampf. Ça, si vous voulez, ça lui appartient. Ça lui appartient. Je vois pas en quoi ça lui ferait de mal, parce que Fayard est une grande maison qui sort à peu près une douzaine d'ouvrages par mois. Donc Fayard a édité beaucoup de monde. Donc ils éditent grosso modo 120-150 ouvrages par an. Ils existent depuis... Ils ont un catalogue extraordinaire, Fayard. Ensuite, cet ouvrage, malheureusement, cet ouvrage fait partie de la documentation historique. Et je le dis d'autant plus que moi je suis petit-fils de déporté, donc si vous voulez, pour ma famille, c'est un ouvrage qui a eu certains effets. Qu'est-ce que je veux dire? Donc point. La seule chose, c'est que aujourd'hui, il ne faut pas, car si on le cache, on fait naître une suspicion. C'est-à-dire que si on dit personne ne doit le lire, eh bien évidemment c'est le meilleur moyen pour que des esprits faibles et peu structurés aillent le lire et y voient ce qu'il n'y a pas dedans. Et se mettent sans contextualisation à dire oui, mais il n'y a pas, il y a un point virgule avec lequel je suis d'accord. Or le vrai problème, ce n'est pas que les citoyens aient de mauvaise lecture. Ça c'est pas grave, c'est la liberté de l'esprit. C'est que les citoyens aient eu suffisamment d'éducation populaire et de préparation civique par l'école pour pouvoir lire tout ce qu'ils veulent, mais pour garder une armature saine. Ça, c'est le travail de l'école. Mais comme l'école ne le fait plus, alors on fait quoi? On fait la censure. À l'époque d'Internet, là encore, pitoyable. Débat pitoyable. Et je vois pas pourquoi le pauvre Mélenchon s'abîme là-dedans. On va revenir à la politique et à François Hollande qui a été copieusement hué à la Courneuve. Est-ce que vous pensez que c'est un marqueur qui indique que la gauche a perdu, au moins en partie, les banlieues? Non. Je pense que c'est la France qui a perdu les banlieues, depuis longtemps. Et en réalité, Hollande, je pense, a été hué, non à titre de président socialiste, mais surtout comme représentant de l'État français. Moi, si vous voulez, je n'ai jamais cru que les banlieues pouvaient être politiques. La banlieue, pour moi, sociologiquement, c'est un poulpe. Un poulpe dont les Français se barrent et qui n'a pas d'avis en lui-même. Personne ne peut dire, je parle au nom des banlieues, ni les racailles, qui pourtant y est bien présente. Dans certaines banlieues, les réseaux criminels peuvent dire « nous représentons », parce qu'ils tiennent le terrain. Mais dans certaines seulement. Dans certaines, moi je me rappelle d'un élu d'Île-de-France qui est quelqu'un de très bien, qui m'avait dit un jour, vous savez, mon ami, ma ville tiendra tant que l'imam et le dealer s'entendront bien, l'un règne le jour, l'autre la nuit. Le problème, c'est que la banlieue ne se réduit pas à ça. Évidemment, il y a des braves gens en banlieue. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de conscience politique des banlieues. Ça veut rien dire, la banlieue. Le lieu du ban, c'est la limite du pouvoir seigneurial. Autrement dit, c'est rien. Quand vous dites « je suis brestois, je suis rennais, je suis morbihanais, je suis strasbourgeoise, je suis corse », ça veut dire quelque chose. Quand vous dites « je suis banlieusard », ça veut dire quoi? Et en réalité, la culture banlieue, c'est une sorte de sous-culture urbaine entre le djihad, YouPorn et de la musique de con faite à la presse hydraulique. Et juste, ça peut pas supporter l'État. C'est tout.
savez, en banlieue, comme ailleurs d'ailleurs, parce que les vrais pauvres en France, ils sont pas en banlieue, ils sont en périurbain et en campagne. Il y a une stratification linguistique qui est en train de se faire en France. C'est-à-dire qu'il y a des gamins qui ont moins de 500 mots de vocabulaire, certains moins de 300. Et vous croyez que les braves gens des banlieues, quand leurs gamins ont 300 mots de vocabulaire, ils vont aller discuter les idées politiques avec Hollande? 300 mots de vocabulaire, dont dedans pute et décapsuleurs? Donc faut arrêter de déconner. Ils peuvent pas faire un débat avec Hollande, ils ont même pas les mots pour le verbaliser. Arrêtez. Il n'y a pas de débat là-dessus. La seule chose, c'est que c'est une autorité de l'État et l'État est honni. Point barre. Revenons sur les incidents qui ont eu lieu avec les gens du voyage en Isère. Est-ce que vous pensez que, comme toujours, ils ont gagné le rapport de force? Bien évidemment. Bien évidemment. On n'a pas utilisé, là encore, la souveraineté. Parce que je peux vous assurer qu'avec des méthodes qui étaient encore utilisables au début de l'ère Mitterrand, en 2 heures, c'était réglé. Hein. Comment expliquer cette faiblesse? Ce qui est normal. Vous êtes paralysé à l'extérieur par un dispositif juridique qui vous a pris la plupart de vos moyens, qu'est l'Union européenne. Vous êtes paralysé à l'intérieur par son idéologie supplétive, qu'est les droits de l'hommisme. C'est tout, hein. Or, droits de l'hommisme et matraque, bon, je sais bien qu'à l'époque de Jalon, il y avait eu une rubrique nazisme est sympa, mais bon, l'humour a des limites, quoi. Ce n'est pas la structure étatique qui est faible. C'est les hommes qui le sont. Peut-être aussi les préfets ou autres qui n'ont pas envie de faire de scandale. Je vous rappelle qu'un préfet est un officier qui peut être révoqué chaque mercredi matin au Conseil des ministres. Enfin, révoqué, non. Qui peut être transféré. Donc ils font pas de vagues. On est face à un gouvernement laxiste qui pense que la racaille, quel que soit son visage, est un lumpen prolétariat révolutionnaire. Donc, eux qui sont déjà pas très courageux à la base, bah, vous savez, c'est dur de dire aux hommes de se relever. Mais de les laisser se coucher, c'est très facile. Terminons la partie France par le licenciement qui est désormais connu de Philippe Verdier, le monsieur météo de France 2, qui a publié un livre aux éditions Ring, et ce livre a été jugé tabou suprême climato-sceptique. Alors qu'il est absolument pas climato-sceptique. Il s'en est défendu. Il est absolument pas climato-sceptique. Il dit juste que le GIEC est une centrale de corruption et qu'il y a dans les milieux dits réchauffistes ou autres, des gens qui manipulent leurs données. C'est un fait. Qui utilisent la corruption. C'est un fait. L'écologisme, c'est aussi le green business. Et il y en a d'autres, Oresco Reference, qui utilisent ce que tout système de pouvoir déclinant utilise, c'est-à-dire la promotion canapé, etc. C'est ça, le sujet de Climate Investigation. Il n'est pas du tout climato-sceptique. Quand bien même le serait-il. Il y a différents types de climato-sceptiques, c'est pas du tout un camp unifié. Et surtout, je suis désolé, le pouvoir politique doit dire aux scientifiques ce qu'ils doivent chercher, mais pas ce qu'ils doivent trouver. Sinon, on revient aux heures les plus sombres de notre histoire, théoriquement si chères à ceux qui ont licencié ce pauvre homme. Je vais enfoncer un peu le clou. Aux États-Unis, on a voulu faire interdire des débats sur le climat, sur le fondement de la loi RICO. Savez-vous ce qu'est la loi RICO aux États-Unis ? C'est une loi qui est faite contre le grand banditisme. C'est-à-dire, si vous arrivez à prouver deux choses, c'est-à-dire à prouver la culpabilité d'un membre d'un membre, par exemple, d'une association, et que vous arrivez à prouver non la culpabilité de chacun des membres, pour pouvoir arrêter tout le monde en conjuration, mais à prouver la culpabilité d'un seul, plus les liens avec les autres, vous pouvez coffrer tout le monde. Vous pouvez coffrer l'ensemble des conjurés. C'est une loi très efficace dont je souhaiterais d'ailleurs qu'on s'inspire un peu plus en France. Pour le grand banditisme.
Aujourd'hui, elle est utilisée contre des gens qui, d'ailleurs, pour la plupart, ne nient absolument pas le changement climatique, mais nient le fondement uniquement anthropique du dit changement. Or, si on interdit le débat, alors c'est très bien, autant qu'on réglemente la recherche scientifique, une bonne fois pour toutes. Là, d'un seul coup, ça me rappelle, je sais plus quel taré qui était passé sur une émission de télé française en hurlant « Les invités plus !» Je sais plus ce que c'est, j'ai assisté à ça. C'était Retour vers la zoologie. Mais vous comprenez le problème. C'est qu'à un moment, on ne peut pas... L'État doit pouvoir décider en conscience des enjeux. Et c'est un crime contre l'intérêt supérieur de la France d'éviter que d'éviter que des gens compétents puissent dialoguer et débattre, parce que l'État a besoin de la meilleure information pour la survie des populations. Après, je passe sur oui, mais les climato-sceptiques sont payés par les lobbies. Premièrement, pour la plupart, c'est faux. En tout cas, en France, c'est faux. Et deuxièmement, Al Gore, c'est pas un lobby à lui tout seul. Vous l'avez vu, le film d'Al Gore ? Je vous conseille de le voir. Parce que comme manipulation ont des esprits, et si vous voulez pas voir le film d'Al Gore, je vous donne un film à grand succès, et qui est un beau film, mais qui est scientifiquement délirant, qui s'appelle Le jour d'après. Et là, vous aurez la plupart des arguments d'Al Gore. Quand même pas déconner. New York qui se met à geler en 2 jours. En 2 jours. New York est pris dans les glaces. Et ça va. Et oui. N'en jetez plus. Quand même. Et les mecs. Non, il faut un débat neutre, objectif, entre gens honnêtes, et il y en a des deux côtés. Ne serait-ce que les historiens du climat, comme... maintenant c'est un très vieux monsieur, Emmanuel Leroy-Ladurie, qui vous explique qu'à une certaine période, il faisait beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui, comme au Moyen-Âge, par exemple. On n'en est pas mort. Donc, est-ce que le Groenland va redevenir le pays vert ? Très difficile. Mais est-ce que, quand le Groenland était le pays vert, personne n'en est mort à l'époque, si mes souvenirs sont bons. Il n'y a pas eu l'équivalent de la grande peste noire qui a tué un Européen sur 2. Donc bon. Et en réalité, je me permets de tisser un petit peu, Christopher, si vous me le permettez. Ça nous donne la vision d'une vraie pensée écologique. Parce qu'il en faut, bien évidemment qu'il en faut. La seule écologie qui vaille, elle ne vaut que par l'impératif de survie. Et pour que nous survivions, nous devons redevenir des parts du cosmos. C'est-à-dire des parts de l'unité naturelle. À titre personnel d'ailleurs, des théories scientifiques qui étaient très en vogue dans les années 80, début des années 90, comme l'hypothèse Gaïa, m'ont énormément marqué. C'est-à-dire que la Terre est un tout, que certaines espèces ont déjà trop tiré sur la corde, ça a été le cas par exemple, c'est l'une des explications de la disparition des dinosaures, et que ça pourrait très bien nous arriver. À titre personnel, on ne leur a pas volé. Ensuite, il faut que nous redevenions une part de notre propre environnement. C'est-à-dire que l'idéologie chrétienne du gardien, qui donnera plus tard l'idéologie du maître et possesseur de Descartes, qui enfantera une part du progressisme moderne, doit être entièrement remise en cause. Mais ça ne peut être remis en cause que si nous avons la liberté du débat. Il ne s'agit donc pas du tout de faire comme un contre-lobby qui est en train de se créer aux États-Unis, qui est le lobby des pollueurs. C'est-à-dire, nous, on va niquer la planète. Non mais, vous savez, à un moment, la dégénérescence devrait avoir des limites. Mais il s'agit juste de dire, nous devons vivre et bien vivre au milieu d'un environnement dont nous faisons partie. Et que nous devons respecter. La seule chose, c'est que pour ça,
nous devons prendre les décisions parce que ce sont des affaires réellement sérieuses. Nous devons faire des décisions, si vous voulez, à la fourchette à escargot, quoi, vous voyez, avec un peu de précision. Et pour ça, il faut une liberté du débat totale. Et je dois dire que Philippe Verdier a vécu un lynchage comme je n'imaginais plus qu'ils en avaient la puissance. J'imaginais plus ça. C'est le premier tué pour cause climatique, je crois, en France. Professionnellement, j'entends. C'est inquiétant sur l'avenir des libertés publiques. Extrêmement inquiétant. Passons à la partie économie, si vous voulez bien. Une question d'un adhérent, Tisdrus, que je salue d'ailleurs. Il veut revenir sur votre livre. Il vous dit, vous parlez de l'emprunt d'argent sur le second marché par la Banque centrale. Seriez-vous pour une création de monnaie par la Banque de France pour financer de grands travaux et investissements? Ça, c'est sa première question. Alors, oui, et pire que ça d'ailleurs. Je suis pour... je ne l'étais pas avant, mais des discussions avec un jeune homme, enfin, qui est d'ailleurs mon bras droit, qui est quelqu'un de particulièrement brillant, qui se reconnaîtra, et qui d'ailleurs sortira un ouvrage d'ici un an sur d'autres sujets. C'est quelqu'un qui gagne à être connu et qui est vraiment un de mes intimes. M'a doublé dans mon souverainisme, ce qui est quand même chose arrive rarement, et m'a dit mieux vaut encore faire disparaître la Banque de France. Et que l'émission monétaire soit non plus dans les mains d'une institution privée, enfin anciennement privée et aujourd'hui indépendante, qui est la Banque de France, mais soit une ligne budgétaire du Trésor. Émission monétaire. C'est-à-dire, et là, pour bien comprendre ce sujet, lisez Jean-Claude Verbroek, le plus grand spécialiste des banques centrales en France, certainement. L'unité primaire de la Banque centrale et du Trésor. Pour faire plaisir à la bourgeoisie, on a divisé les deux. Mais je vous rappelle que dans les mines royales, il y avait une unité. Il n'y a pas de Banque de France sous le roi. Bah, pourtant, il y avait quelque chose comme ça. Pourtant, on émettait des pièces, mais d'accord. Le roi émettait de la monnaie. Il le faisait comment? Par le trésor public. L'ancien fiscus romain. Bon. Moi, je suis pour revenir à cette unité fondamentale. Ensuite, il y a des gens qui hurleront. Qu'ils hurlent. Justement, il vous demande, dans ce cas-là, comment faire pour réguler l'inflation? Est-ce qu'un mécanisme de suppression de monnaie après impôt serait viable? Si vous voulez, c'est très étonnant. Parce que, me dit l'inflation que ça va créer, quelle horreur. Aujourd'hui, on a créé 1000 milliards pour les banques de monnaie. Et là, pour le coup, c'est de l'émission monétaire inutile. Totalement inutile. Les marchés sont camés au pognon. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On apporte sa dose à un toxicomane. Aucun intérêt. Alors que là, l'émission monétaire est équilibrée par des créations, dont il faut évaluer la rentabilité. On peut critiquer l'école néo-chartaliste quand elle dit mieux vaut à la rigueur faire même des travaux inutiles, sont plus utiles que pas de travaux du tout. Ce qui est vrai. Mais on peut très bien faire ça dans des travaux rentables. Oui, ce serait rien à côté de ce qu'on crée aujourd'hui pour les banques. Et puis surtout, moi par exemple, c'est la même question que ceux qui me disent vous voulez le retour de l'indexation des salaires sur l'inflation. Oui. L'échelle des salaires. Ah, justement, c'était sa troisième question. L'échelle des salaires, c'est le minimum. Quand même pas déconner. Et l'échelle des salaires qui a été liquidée par qui? Monsieur Delors. Au nom du drapeau bleu à étoile jaune pisse, si vous voyez ce que je veux dire. Fort bien. Mais c'est le minimum. Et je suis désolé. On me parle de l'inflation comme si c'était là. Parce que dès qu'on me dit inflation, on me dit Weimar. L'hyperinflation est quelque chose d'extrêmement rare dans l'histoire. Et l'identité économique du peuple allemand est tout à fait pathologique. Aucun pays n'est obligé, au-delà de 5% d'inflation, de buter 20 millions de gens. Quand on met l'Allemagne à part.
Vu qu'à chaque fois que l'Allemagne s'est mise à déconner, c'est après des crises inflationnistes qui agissent sur eux comme un révélateur de ce qu'ils sont fondamentalement. Mais bon, la France gaulienne, c'est 3,5 d'inflation en moyenne par an. Le miracle italien, c'est fait avec de l'inflation. Il n'y a pas... Tenez, un pays que tous les libéraux adorent, mais qui est un pays qui sécrète de l'inflation par son identité économique, les États-Unis d'Amérique. L'Angleterre. Où est le problème? Et puis surtout, on me parle de l'inflation de travail comme si c'était la nouvelle passion ou la crucifixion, mais je rappelle que depuis le règne de l'étalon dollar et le règne de l'étalon dollar, la financiarisation, etc., on fait de l'inflation d'actifs. Ça n'a pas l'air de gêner les gens. Là encore, hein, le coût du travail c'est gênant, mais le coût du capital. L'inflation de travail indexée c'est gênant. Mais l'inflation des actifs, ça vous gêne pas. Moi, je suis désolé. Hein. Moi, je pense que on peut tout à fait équilibrer la création monétaire par la création de richesse. Sans aucun problème. Et surtout, pardonnez-moi, là, il y a eu un rapport récemment, il y a un mois et demi. 90%, 99% des opérations de bourse ont une utilité économique égale à 0. Or, ces opérations de bourse se font aujourd'hui sur de la monnaie émise par les banques centrales. Aujourd'hui, les banques centrales, c'est pas du tout les finances publiques des pays qu'elles doivent remonter, ce qui est leur rôle. Elles se sont gorgées d'actions. C'est-à-dire que les banques centrales injectent de la monnaie pour maintenir le marché action. On est d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pour éviter que certaines entreprises dégringolent en bourse qu'on émet de la monnaie. Ça a l'air de choquer presque personne. Moi, ça me choque. Je le dis sincèrement. Ensuite, on peut, sur le moyen de mettre fin à sa situation, on peut soit être de l'avis de mes amis d'ailleurs iconoclastes, c'est-à-dire qu'on laisse crever tout ce beau monde. Le problème, c'est que derrière eux, il y a le travail des peuples. Il ne faut jamais oublier que l'argent des riches, c'est le sang des pauvres. Comme disait Léon Bloy, hein. On n'est pas du tout dans Karl le Barbu, hein. C'est Léon Bloy qui disait ça. Hein. Or, moi, j'ai aucun problème. Mais moi, je ferai des saisies judiciaires. J'irai au moins jusque-là. Si vous voulez, moi, l'inflation ne m'effraie pas. À chaque fois qu'on a parlé de la menace inflationniste, c'était pour pouvoir... qui a peur de l'inflation? La grande rente. Parce que ça lorgne ses marges. Tout simplement. Parce que l'inflation arrive à pénaliser ceux qui s'enrichissent en dormant. Donc l'inflation, quand elle est canalisée, bien utilisée, c'est une arme anti-feignasse. Pourquoi vous voulez que je sois contre? Est-ce que vous pensez, autre sujet, comme l'a dit Emmanuel Macron, que le libéralisme est de gauche? Historiquement, c'est vrai. Enfin, ce qu'on appelle la gauche, c'est l'alliance des républicains du mouvement ouvrier pour la France. Et le mouvement républicain, il faut quand même le reconnaître, a limé les dents du mouvement ouvrier. Le mouvement ouvrier, lui, est socialisant. Le socialisme s'oppose à l'individualisme. Mais finalement, oui, ce qu'on appelle la gauche, c'est-à-dire la manière dont en France les républicains ont écarté le mouvement ouvrier, comme le démontre magnifiquement Jean-Claude Michéa dans ses livres, oui, est libéral, par nature. Par nature. Alors d'un libéralisme contrarié par les restes de républicanisme français qu'il y a dedans. Mais je vous l'ai dit, le républicanisme français est très bâtard. Par rapport
par rapport aux théories républicaines italiennes, etc. Le républicanisme français est très bâtard et très matiné de libéralisme. Vous avez fait l'école de guerre économique, il me semble. Alors une question, comment expliquer le retard de la France dans le domaine de l'intelligence et de la guerre économique? Alors, une raison structurelle, une raison structurelle et plusieurs autres raisons factuelles. Une raison structurelle, c'est que la structure de défense de la France, c'est le précaré. Nous sommes un vieux peuple paysan qui défend ses terres. C'est pour ça qu'en projection, on n'est pas si bon que ça. Et la projection, ça s'apprend. On ne veut pas l'apprendre. Ça, c'est le fait structurant. C'est un peu cette culture paysanne du renseignement. Sur l'aspect factuel, c'est tout simplement que, au nom de l'Europe, de la mondialisation heureuse, d'Alain Minc et tout ça, nos gouvernants pensent sincèrement que la mondialisation, c'est bien. Aujourd'hui, ils commencent à comprendre certaines choses, mais c'est trop tard. Vous avez en face de vous des pays qui sont particulièrement des pays anglo-saxons, donc qui sont déjà, pour l'Angleterre, une île. L'île est obligée géographiquement de faire du renseignement. Parce que qui arrive par la mer? L'ami ou l'ennemi? Généralement l'ennemi. Et quand vous voyez l'histoire de l'Angleterre, qui est arrivé par la mer chez eux? Rome. Les Normands. Les Français. Les Normands, donc... pour eux, c'est l'invasion française, c'est Guillaume le Conquérant. Les Vikings. C'est-à-dire pas des troubadours, quoi. Or, les États-Unis, n'oubliez jamais que les États-Unis reprennent très largement la part de culture de renseignement de l'Angleterre. Très largement. À partir de la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'avant, l'US Army, c'est une cavalerie lourde. Ça, c'est une gendarmerie lourde, même. Les agences américaines... Je vous rappelle que tout se crée pendant la Seconde Guerre. L'OSS qui deviendra la CIA, le FBI se crée un peu avant, pour protéger d'ailleurs les grands industriels visés par une vague d'attentats. C'est très bien raconté dans le film sur la vie de Hoover, où DiCaprio est d'ailleurs très très bon. Et ils ont appris, les Américains, très vite. Très très vite. Donc... la seule chose, c'est qu'il y a en France des gens assez exceptionnels pour maintenir les méthodes de la guerre économique, et c'est horrible à dire, c'est que nous qui les avons inventés, nous ne les pratiquions pas. Relisez la biographie de Saint-Louis par Favier. Saint-Louis a fait une guerre économique hors norme, à toutes les places de commerce qui n'étaient pas tenues par la France à nos marges, tous les grands marchés. Il les a asphyxiés pour garantir que les villes fortes économiquement seraient les villes françaises. C'est d'ailleurs quand on a publié mon ami Eric Reinert en France, il était tout ému. Parce qu'il dit qu'en France, qu'il y a un truc qui peut s'appeler école de guerre économique. Nous nous sommes faits comme ça. Le problème, c'est qu'une partie de notre élite veut que nous refusions d'être ce que nous sommes. Mais tout passera. La mondialisation heureuse, elle a quand même pris un sacré coup dans le tarn. Et ça ne peut aller que s'amplifiant.